à Dieu le 1er août 2023, le président Henri Konan Bédié a été inhumé le 1er juin 2024 dans son village natal à Près-Presso. Ce qu'il faut retenir de ces obsèques officielles qui ont démarré le 19 mai 2024, c'est l'hommage posthume à la dimension de la vie que le président lui-même a construite et que la Côte d'Ivoire en a été témoin et que le PDCI en a bénéficié, qui ont donc amené le PDCI RDA, la famille du président Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire et le monde entier à lui rendre les hommages que vous avez vus sous vos yeux. Le président Henri Konan Bédié fait l'unanimité sur sa posture d'homme de paix, des rassembleurs, des ciments de la société et surtout d'hommes d'État. Henri Konan Bédié, notre regretté président, a passé toute sa vie à servir l'État, la nation et la société ivoirienne. Il n'a pas vécu inutile. Il était foncièrement attaché à son terroir, à sa famille, au progrès de son pays. Il a mis tous ses efforts et son talent à la recherche du bonheur pour son peuple. Rappelons-nous le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Il laisse son parti orphelin autant que tous ceux dont la vie et l'espoir dépendaient de sa générosité dans une situation d'absence de tuteur. Dieu merci, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Donc, sous la conduite du président Tidjane Thiam, le président Bédié a eu des funérailles dignes et à la dimension de ce qu'ont été sa vie et ses actions sur terre. À Abidjan, comme à Près-Presso, nous avons été témoins d'hommages et de témoignages des hommes politiques, des personnalités de la société civile, de la quasi-totalité de la presse nationale et internationale. Au nom du président Tidjane Thiam et de la haute direction du PDCI RDA, nous adressons nos sincères remerciements à tous. Au moment où je suis en face de vous, la presse, je voudrais vous renouveler la reconnaissance de notre président et de notre parti, aux responsables des médias de tous bords. Une reconnaissance appuyée à certaines presses. Rappelons que RFI a été le premier organe à lancer les funérailles du président Henri Konan Bédié. Ce n'était pas donné. Une émission spéciale a été faite en son honneur au Palais de la Culture. Au nom du président, donc, nous adressons à notre proche, notre presse qui est avec nous, PDCI TV, tous ceux qui sont en ligne, qui nous appuient, dans l'ombre comme au soleil. Je voudrais vous adresser mes salutations et les remerciements du président Thiam pour les efforts que vous avez fournis. La presse nationale qui nous a accompagnés et la presse privée, je ne peux pas manquer de noter particulièrement le jour du départ du corps du président Bédié à Près-Presso. Vous savez, Nzieba n'a pas dérogé à sa réputation d'homme de l'eau. Il a mouillé tout le monde, mais certaines presses ont pu transmettre ça en direct. Et parmi ces presses-là, je voudrais féliciter l'AFTV qui a fait un effort particulier. Je voulais qu'on l'applaudisse. Vous savez, il n'est pas de mes habitudes de féliciter. Mais quand quelque chose est bien, mon grand-père m'a enseigné pour dire, quand tu n'es pas reconnaissant en l'homme que tu vois, tu ne peux pas être reconnaissant en Dieu que tu ne vois pas. Et les hommes et les femmes qui nous ont aidés à donner de la visibilité aux obsèques du président Henri Konan Bédié, il faut leur reconnaître. La presse écrite a inondé les journaux des images et des bienfaits. Certains tirages spéciaux ont été faits. Mais certaines presses aussi ont été un peu silencieuses sur les obsèques du président. Je ne vais pas les emmerder ici, mais je pense que à certains endroits, nous aurons l'occasion de dire, c'est les remerciements. Donc je voudrais, au nom donc du président Thiam et la haute direction du parti, remercier tous. Je voudrais aussi adresser les remerciements pour les témoignages de certains partis politiques frères ou d'opposition aujourd'hui, qui étaient des opposants quand nous étions au pouvoir, mais qui ont reconnu la valeur et la grandeur du président Henri Konan Bédié. Le président du FPI, Afin N'Guessan, a fait un témoignage exceptionnel à la résidence du président Henri Konan Bédié.
faudrait qu'on le relève pour son courage, sa clairvoyance et sa sincérité. Le COJEP a fait un témoignage extraordinaire après Presso. Madame la présidente de l'URD et certaines interventions à Abidjan après Presso ont donné de fortes émotions à l'assistance. On peut à cette TV révéler celle des handicapés qui ont tenu à rappeler l'action du couple Bédié pour l'autonomisation et la promotion des personnes vivant avec le handicap dans notre pays. Au cours de ces objects, les témoignages nous ont rappelé l'impact de la gouvernance du président Henri Konan Bédié sur les fondamentaux et les fondements de l'économie de notre pays, qui lui permettent aujourd'hui sa résilience dont certains s'en prévalent et en bénéficient. Face aux multiples chocs économiques que subit notre pays qui résiste, c'est grâce à Henri Konan Bédié et à son prédécesseur Félix Houphouët-Boigny qui ont créé les fondamentaux et les fondements de notre économie. Au moment où il repose à jamais après Presso, nous devons reconnaissance et surtout gratitude. C'est aussi le lieu de mentionner la mobilisation du monde rural et traditionnel de tout le pays, à travers les symboles riches de notre patrimoine culturel. La Côte d'Ivoire profonde a exprimé sa profonde reconnaissance à notre défunt président. Les peuples amis et frères des pays d'Afrique et du monde étaient également à nos côtés. Le peuple Akan venu du Ghana, en passant par les alliés politiques du RDA, du Burkina, de Guinée-Conakry, du Mali, des partis fondateurs de l'Unité africaine, ont rendu hommage au président Henri Konan Bédié. Qui d'autre? Il sera rarement un homme politique à sa mort à faire l'objet de médiatisation et de reconnaissance d'hommage qu'Henri Konan Bédié. Notre père à nous, enfin le PDCI RDA et le président Kiam, a su construire un esprit d'équipe autour des idéaux du père fondateur. La mission qu'il nous a confiée à tous, c'est la reconquête du pouvoir d'État, mais passant d'abord par les hommages à Henri Konan Bédié qui était nos premiers désirs. Bravo à tous et que Dieu accueille le président Henri Konan Bédié dans son paradis céleste. Bédié le mérite. Il l'a mérité par son travail, par son amour, par sa générosité, par son affection, par son acceptation des contradictions, par ses actions sur l'économie, sur la société et sur la vie spirituelle de notre pays. Merci à Henri Konan Bédié, merci à sa famille et merci à Dieu de nous avoir donné un tel homme que nous n'allons jamais oublier. Merci à tous et condoléances à nous tous. À cette fin, nous voulons aussi, et de manière discrète, organiser une succession qui a valablement assuré là que, au niveau du PDCI RDA, le président Kidiam Thiam, Dieu nous l'a envoyé. Il y a 1 an, il y a 2 ans, personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, 19 juin 2024, le PDCI serait orphelin de son père, Henri Konan Bédié, et que Kidiam Thiam serait son successeur. Personne. Mais Dieu, qui est maître du monde, qui connaît l'avenir, avait déjà tracé cela. Il a donc donné comme premier défi l'organisation des obsèques du président Konan Bédié, en paix, en fils reconnaissant. Et je pense qu'à ce niveau, tout le monde reconnaît que le maximum a été fait dans toute cette étape, dans tous ces mouvements. Après Presso, des millions d'hommes sont partis, des centaines de voitures sont parties et revenues. Nous n'avons pas connu un accident majeur. Sauf qu'au retour du Presso, il y a une 4x4 qui a pris feu par mégarde, mais ça, Dieu merci, il n'y a eu rien. Bédié est donc un homme de paix, un homme qui sait préserver la paix de son vivant et la paix après lui. Il n'aimait pas les faux bruits. Donc, nous pensons qu'il faut féliciter les organisateurs, avec à leur tête le président Tidjane Thiam, tous ceux qui ont contribué à l'organisation des funérailles du président Henri Konan Bédié, d'une manière ou d'une autre. Nous leur disons merci. Nous disons merci au gouvernement qui a été présent pendant les obsèques à la résidence par une délégation conduite par le directeur du cabinet du président de la République et après Presso par le vice-président de la République. Nous leur disons merci. Merci pour ce qu'ils ont fait. Nous pensons qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, même si certains espéraient mieux, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On fait les funérailles à la dimension du sentiment de la personne qui est partie. On peut le faire en s'asseyant à tout moment, même quand on n'a pas les moyens. Ce n'est pas les moyens financiers
qui font forcément les funérailles. C'est le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de cher. Et on l'exprime par les pleurs, on l'exprime par sa présence, on l'exprime par la compassion, on l'exprime par l'assistance morale à la famille. Tous ceux qui ont pu le faire sincèrement, que Dieu les récompense. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais donc vous dire que, comme je l'ai tantôt dit, le président Tidjane Thiam en a fait un défi personnel. Aujourd'hui, on peut rappeler très rapidement les programmes, mais je pense que ce n'est pas d'actualité. Nous allons dire que, après les condoléances à tout le monde, que le président Tidjane Thiam, après son élection, s'est fixé donc comme le défi de l'organisation, et après la reconquête du pouvoir. C'est à cet effet qu'il initie donc, dès maintenant, des tournées dans tout le pays. Le pays est divisé en 14 districts. Et le président Tidjane Thiam va pour remercier les populations pour ce qu'on a fait pour son père, pour ce qu'on a fait pour son père et pour le PDCI RDA. Il n'y a que des ingrats qui ne sont pas reconnaissants. L'homme, quel que soit vous devez être reconnaissant. Donc il commence, et c'est un homme de parole. C'est dans même cette salle que les populations de l'Ouest étaient venues le saluer et il leur a promis que sa première sortie sera dans l'Ouest. C'est en respect de cet engagement. Parce qu'il y a des gens qui promettent, il y a des gens qui s'engagent. Au PDCI, on ne promet pas, mais on s'engage. Il s'est donc engagé pour y aller. Et le 22 de ce mois, il y a quelques jours, le président Tidjane Thiam sera à Soubré pour remercier les gens et leur dire que le PDCI RDA continue sa marche. L'objectif de cette tournée qui vont se poursuivre dans les 14 districts consiste à remercier donc les militants, les sympathisants du PDCI RDA et tous les Ivoiriens pour leur soutien et leur participation aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Il mettra par la même occasion à l'écoute pour recueillir leurs préoccupations. Chez nous au village, on dit quand l'éléphant va boire de l'eau, il profite pour nettoyer sa trompe. Donc un politicien qui sera dans le peuple va écouter le peuple, va s'adresser au peuple. Nous voulons faire de cette rencontre avec les populations de la Nawa une véritable réussite, malgré les difficultés qui jonchent sur notre chemin. Nous notons que cette rencontre suscite des convoitises au point que, subitement, des organisations et des manifestations de tous genres germent dans les villes voisines. Ces pratiques visent en réalité à réduire la mobilisation qui s'annonce grandiose. Ces pratiques qui font ressortir l'état frileux des partis politiques rejetés par le peuple, malgré les gros mensonges et les gros moyens de l'État et des ressources du contribuable qui sont déployés. Elles résultent également et clairement de la mesure de la liberté d'expression qui ne peut se réduire à un simple rang de classement des Reporters sans frontières. Il faut laisser les gens s'exprimer. La démocratie, c'est aussi cela. Tous ceux qui sont en train de faire cela, vous allez remarquer, c'est des fugitifs. Ils ont tous au moins eu 2 ou 3 partis politiques dans leur histoire. Au PDCI RDA, moi qui vous parle, je n'ai connu qu'un seul parti politique. Dans la douleur, je suis PDCI RDA, vous comme vous. Dans le malheur, vous êtes PDCI comme vous. Même dans le manque de moyens, vous êtes resté PDCI comme vous. Parce que très bientôt, le soleil va s'élever sur la Côte d'Ivoire avec le PDCI RDA. Alors, le président, pendant tous les circuits qu'il va parler, il va constater la dégradation de son pays quand il l'a laissé. Il n'a jamais quitté un peu le pays. Il est au courant de tout. Mais il va constater des visu. Les routes du milieu rural. Alors qu'à Abidjan, on parle de goudron. Mais le goudron qui est très vite mis en épreuve par les moindres pluies et tout est inondé. Le président verra que le président va se rendre compte des réalités actualisées, Au moment où le président Thiam va aller, il va peaufiner et enrichir son programme qui est décliné en 6 grands axes. Le premier axe, c'est le capital humain. Le deuxième axe, c'est l'environnement, le développement. Le troisième, la société. Le quatrième, l'économie et l'équité.
Le quatrième, c'est la paix et la sécurité. Et enfin, le dernier point, c'est sur les nouvelles technologies. Je ne peux en avoir pas oublié de tête. Donc, tous ces axes vont être actualisés en fonction des réalités du terrain. Et il sortira un programme solide. Je rappelle que le PDCI-RDA a déjà un programme de gouvernement. On l'a fait en 2015, mais on n'était pas allé aux élections. On l'a actualisé en 2020. Le président Bédié l'avait même chiffré. On n'est pas allé au gouvernement. Et comme les choses ne font que se dégrader, il faut l'actualiser. C'est pourquoi nous allons l'actualiser et publier au moment venu. Au moment où le président entame donc sa visite à l'intérieur du pays, l'actualité nationale n'est pas reluisante, malheureusement. Le taux de pauvreté stagne à 39%. Un autre chiffre qui va être donné, c'est un faux chiffre. Voilà le chiffre que le gouvernement nous a donné à l'Assemblée nationale, à l'analyse de la loi sur l'endettement. C'est le chiffre qui a été donné par le ministre des Finances, 39% de taux de pauvreté. En réalité, notre pays compte autant de pauvres en 2024 qu'en 2011. Peut-être même plus. En 2011, on avait 55,4% pour une population de 20 millions. Quand vous faites ça, vous avez à peu près 11 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. En 2024, nous sommes à peu près à 29 millions. À 39% de taux de pauvreté, nous sommes à peu près à 11 millions et plus. Peut-être 11 500 000. Donc en fait, le taux de pauvreté, le nombre de pauvres n'a pas diminué, ça augmente. Après 15, 12, 13 ans de régime du RHDP. Voilà une erreur résultat. Les tenants du pouvoir que les contribuables entretiennent à la sueur de leur front nous expliquent qu'il suffit de résoudre le problème de la cherté de la vie par une équation polynomiale. La vie est chère, l'électricité est chère, le transport est cher, la nourriture est chère, l'eau est chère. Ils ont tout augmenté. L'électricité a été augmentée, on a dit non, les coûts vont baisser parce qu'il y a une baisse de température. Mais le coût du kilowattheure a augmenté. C'est de ça que nous parlons. Il n'y a pas que le coût du kilowattheure sur votre facture. Le timbre de taille qui était de 100 francs est passé à 500 francs. Regardez bien. Ça aussi, est-ce que le timbre de taille a subi une pluie exceptionnelle? Même quand vous regardez sur votre sa facture d'assainissement, sur les autres factures, a augmenté. Alors, pourtant, nous sommes là, nous regardons. En matière de logement social, il n'est pas exagéré de dire que c'est un échec cuisant. Allez-y me montrer une cité comme Sikoji qui est là, depuis que le PDCI est parti au pouvoir. Allez-y me montrer ça à Abidjan. Les opérations privées qu'on fait là, vous ne pouvez pas avoir une maison, 3 pièces, à moins de 30 millions de francs CFA. Si vous voulez construire, vous ne pouvez pas avoir un terrain aujourd'hui à moins de 30 millions de francs. Un terrain nu, quelquefois même avec conflit. Alors qu'on nous a promis de donner à chaque Ivoirien un toit pour une valeur de 5 millions de francs CFA, payable, solvable sur plusieurs années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la VAR qui nous rappelle cela. Pour les quartiers précaires qui font l'objet de l'actualité, on nous a dit on va aménager et leur donner des ACD. Le résultat aujourd'hui, c'est le déguerpissement, sans issue, en plein examen scolaire. On détruit des mosquées et on détruit des églises. Si c'était PDCI RDA qu'on avait donné une seule mosquée, une église, on allait nous traîner d'athées. On allait en faire une action. On allait en faire un élément de campagne. Mais aujourd'hui, on détruit les mosquées, on détruit les églises. On chasse les gens, on les met au soleil, à la pluie. Et malheureusement, comme le malheur n'y veut pas, à cette période-là, les inondations nous rappellent l'incohérence et le manque d'expertise des ingénieurs qui n'ont jamais fait la pratique, mais qui ont fait la formule polynomiale. Voilà.
En termes d'assainissement, on observe au fil des années une dégradation des cités avec des constructions à la va-vite, accroissant des écoulements des bâtiments et des inondations certaines à chaque grande pluie. Maintenant, à Abidjan, il faut intégrer les inondations dans la vie. Chaque fois qu'il pleut plus de 15 mm de pluie, on a des inondations. Et ça, je vais expliquer à ces ingénieurs polynomiaux que la ville d'Abidjan a été construite de la partie basse, c'est-à-dire vers la lagune, jusqu'à la partie haute. Et plus vous accroissez l'espace de collecte de l'eau, vous augmentez ce qu'on appelle le bassin versant. Et comme on est en train de mettre en valeur, ou bien attribuer de manière anarchique, les talwegs, c'est les endroits les plus bas, y compris les pentes des talwegs, il n'y a plus d'absorption d'eau. Toute l'eau qui devait s'infiltrer est collectée pour venir, et ça vient vers des canaux qui n'ont pas été agrandis, et ça crée donc un débit. En hydrologie, on appelle ça le débit, et le débit, c'est la quantité d'eau qui passe à un endroit sur une surface bien donnée. Et ça crée de la force, de l'énergie, qui a une capacité de détruire, de destruction, une capacité de vitesse. Et l'eau passe toujours par l'endroit qui est moins basse. Et si vous construisez dans un bas-fond, l'eau va venir vous montrer qu'elle joue avec le temps et non pas avec la force. Elle va vous détruire. Et vous allez sur la route d'Alépé, vous verrez que partout on est en train de construire dans les talwegs, dans les bassins versants, dans les bas-fonds, au vu de tous. Les espaces verts que le PDCI a levés ont été colonisés pour faire les bâtiments parce qu'ils ont eu l'argent frais. C'est ça le problème de la ville d'Abidjan. Il faut que ça change. Et le PDCI RDA a des ingénieurs de terrain, des ingénieurs de conception pour réaliser, et nous allons résoudre ce problème. Que Dieu nous donne la chance d'y être là. Alors, voyez-vous, dans cette même salle, je suis venu vous rendre compte d'un projet de loi que le ministre de la Construction avait envoyé pour taxer le ciment et le fer. Je vous avais dit ça ici. À l'Assemblée, nous nous étions opposés pour dire que c'est les premiers intrants qui sont à la fois valables pour Abidjan comme dans l'intérieur du pays. Mais ils ne nous ont pas compris, ils ont taxé le ciment et le fer. Quelles sont les conséquences? D'abord, ça rend le ciment cher, ça rend le fer cher, et ça éloigne des cadres moyens de leur capacité à se construire un toit. Mais aujourd'hui, vous allez bien vérifier, il y a que, comme le vrai fer coûte cher, il y a des fers contrefers qui sont dans le circuit. Comme le ciment coûte cher, le dosage des ciments est plus ou moins truqué. Les ciments, les briques que vous avez ramassées ne respectent pas le même sonage. Et quand ils prennent pour construire les immeubles, sous la pression, le fer qui n'est pas normal commence à se plier, ça crée des craquements. Voilà le vrai problème. Quand on félicite des gens pareils, qui sont en train de faire voir des équipements couler, qu'on les félicite pour un bon travail, c'est que le monde est à l'envers. Voilà les réalités que nous vivons. Abidjan, notre capitale économique, est devenue une ville étouffante par les embouteillages, les difficultés et la cherté du transport. Pourtant, on nous avait promis aux Ivoiriens que le transfert de la capitale serait effectif dès la prise de fonction du RDR. La présidente devait aller à Yamoussoukro, suivi du ministre de l'Intérieur et progressivement. Aujourd'hui, montrez-moi un seul ministère qui est à Yamoussoukro. Nous allons nous engager à le faire effectivement par la volonté de nos papas, Henri Konan Bédié et Félix Foubaï. Rien. 12 ans après, aucune trace du pouvoir exécutif à Yamoussoukro. C'était une promesse. Et comme les promesses n'engagent à personne, alors nous prenons comme ça. Au contraire, nous voyons des institutions qui sont en train de s'ancrer profondément à Abidjan. Vous pouvez voir comment. Le coût élevé de l'électricité, j'en ai parlé, n'a jamais atteint, en Côte d'Ivoire n'a jamais atteint un tel coût élevé. Pourtant, on nous dit qu'on est compétitif. Le gouvernement montre son impuissance face aux difficultés des consommateurs de notre pays. Pire, toutes les composantes du prix de l'électricité ont connu nous, je vous en parler. Nous assistons à une période pénible pour nos concitoyens, déguerpis, laissés à la rue, sous la pluie, sans recours ni assistance. Yako, à nous les Ivoiriens. Yako, Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Et le président Foubaï nous disait, quand il n'y a pas de solution humaine,
il y a une solution divine. Dieu vient à notre secours parce qu'on souffre. Pourtant, le pays connaît une croissance. On nous a donc à ce moment sorti la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de la pauvreté et faire de notre pays un pays émergent en 2020. Personne ne parle de l'émergence maintenant. Eux-mêmes ont constaté que c'est un échec. Ça n'est dans aucun discours. Émergence, là, ça veut dire où encore? Gare à celui qui va parler d'émergence. Les promesses non tenues n'épargnent pas le milieu rural. Alors que les tenants du pouvoir avaient promis octroyer 60% du prix CAF des matières premières à nos citoyens, aujourd'hui, prenons la NACAD. Quand je parle, on dit, non, moi je viens de là-bas. Les gens à peine payent 100 francs, 150 francs. C'est même pas à un seul endroit, partout. Alors que le prix CAF qu'ils ont pris, c'est 663 francs CFA. On devait être autour de 400 francs, 398 à 495 francs le prix du kilo. On ne le fait pas. Et on veut m'empêcher de le dire. Je vais le dire, pian. C'est pas normal. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler là, le prix du cacao sur le marché mondial, c'est plus de 3500 francs. Si c'était le PDCI RDA qui avait géré la campagne, en maintenant bien entendu la stabilisation et le prix anticipé, qui est notre dispositif à nous, nous on ne gère pas ça. Si c'était nous qui avons géré, on allait payer le cacao, le kilo de cacao aux producteurs à 3000 francs CFA au mois d'octobre, c'était nous là. Mais ils ne pourront pas le faire, je parie, vous allez prendre, ils ne pourront pas le faire. Nous avons bataillé pour qu'on monte ça de 1000 francs à 1500 francs. Mais ils ne pourront pas payer le cacao à 3000 francs, ils ne pourront pas. 2000 francs même, prions Dieu. Ils ne pourront pas. Je vais expliquer ça plus tard. Ils le savent. Ça, c'est ma faute. Si vous n'avez pas réussi à faire ce que nous, on a pu faire. C'est pas ma faute. Et de tout ça là, on n'en a pas entendu parler hier. Notre pays traîne une dette qui s'alourdit d'année en année, conséquent d'un déficit budgétaire. Chaque année, le déficit, la dette s'accroît entre 4 000 et 5 000 milliards chaque année. Je vais vous donner un exemple. 3. Moi, j'ai été allé à l'Assemblée en 2021 et j'ai gardé les chiffres, étant la membre de la Commission des affaires communes. 2021, on était à 20 269,8 milliards de dettes. 20 000. En 2022, 24 774,4 milliards de francs CFA de dettes. En 2023, on était à 27 782,6 milliards de dettes. Je vous avais dit dans cette même date, en 2022, que si on continue comme ça, en 2025, on va atteindre 30 000 milliards. Fouillez bien les valeurs, j'avais dit ça ici. J'étais assis là. Mais on n'est pas arrivé en 2025. Hein. En 2024, on sera à 30 000 milliards. 30 409,8 milliards de francs CFA de dettes. Ils m'ont anticipé. Voilà ce que les gens nous laissent aujourd'hui pour nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que d'ici 2025, là, ils peuvent payer ça? Si on les laisse encore 5 ans à partir de 2025, c'est 5 000 milliards fois 5, c'est-à-dire 25 000 milliards qui vont s'ajouter, sans compter les mauvaises gouvernances qui vont s'ajouter et l'inflation. C'est-à-dire qu'on s'est aujourd'hui à peu près à 50 000 milliards qui vont nous laisser. Plus de 50 000 milliards. On sera à 25 000, plus 30 000, ça fait 55 000 milliards. Et on va ajouter d'autres encore. Si on a la chance que d'autres conjonctures internationales ne viennent pas impacter ça. Un tel pouvoir. Et on dit que la dette est maîtrisée. Vous avez entendu hier, non? Maîtrisée, c'est un accroissement de 4 000 à 5 000 milliards. C'est ça qu'on appelle une dette maîtrisée. Ivoirien, on est en danger. Vous savez, il y avait un phénomène qui se passait, les fonctionnaires au départ. Quand ils ont des problèmes, ils allaient s'endetter à Côte Ivoirienne pour payer, pour prendre le matériel, et puis ils s'endettaient. À un moment donné, ils étaient tellement endettés que les magouillards avaient leur chéquier en main. Il va à la banque, il dit, regarde ta position. Si tu as 200 000 francs,
lui il sort ça, et puis tu plaides au plus pour qu'il te donne un peu parler à la maison. Si on ne fait pas attention, c'est comme ça les créanciers vont venir gérer notre pays. Voilà le danger. Voilà le danger. Quand j'ai parlé de Grou ici, là, qu'on est 30 000 millions, chacun va avoir 1 million. Ils ont atteint effectivement les 30 000 milliards, là. Ils ont atteint ça. Voilà le problème, la dette. On ne peut pas construire un pays par l'endettement seulement. Il faut créer une richesse interne. On nous dit qu'il y a la croissance du PIB. Oui, tu ne peux pas le nier. Mais le PIB, c'est quoi? Le PIB, c'est la richesse que tous les Ivoiriens créent dans le pays. Ce n'est pas le gouvernement qui crée la richesse. C'est l'ensemble des Ivoiriens. Attention à vos micros. Hein. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui créent la richesse. Le paysan, ce n'est pas le gouvernement qui crée la richesse. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui créent la richesse. Dans le privé comme dans le public, le paysan, le commerçant, tout le monde crée la richesse. Mais quand la richesse est créée, que l'État a pris sa part, cette part-là, elle doit servir à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais ce qu'on constate, c'est que le pays, la richesse augmente et les Ivoiriens restent pauvres. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part, des gens qui prennent cette richesse-là, ils mettent dans leur poche, ou bien il y a une petite minuscule d'entreprise qui prennent, qui l'exportent. C'est pourquoi le président Thiam a dit un pilier de économie et équité. On ne peut pas dissocier l'économie de l'équité. Donc le PIB augmente, la croissance augmente, la richesse augmente, les Ivoiriens, ceux qui ont la chance, restent ceux qui sont, mais ceux qui n'ont pas la chance deviennent de plus en plus pauvres. C'est ça un des défis que le PDCI doit régler. On nous a fait entendre que 6 000 milliards en 2011, c'était le Waterloo. Waterloo, c'était le combat français, vous vous rappelez, dans la plaine Waterloo où les Français ont été décapés, ça dit que c'était la catastrophe. Mais pourquoi veulent-ils nous dire, pendant que 6 000 milliards étaient Waterloo, pourquoi voulez-vous que vous nous dites que 30 000 milliards, c'est l'Eldorado? Alors on ne peut pas comprendre ça. On dit 6 000 milliards, c'est le Waterloo, c'est la catastrophe. Et vous dites non, 30 000 milliards, c'est l'Eldorado, c'est le bonheur, c'est tout le monde. Non. Quand vous êtes endetté, vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas maître de vos jugements, quelle que soit la dette. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous avons un véritable problème. Voilà donc les vraies réalités de notre pays. Un pays lourdement endetté, avec quasiment 4 Ivoiriens sur 10 vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Un pays où le paysan souffre en dépit du travail colossal dont ils font, les paysans. Le PIB, donc, qui est la richesse, n'est pas investi pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, mais destiné à une minorité d'hommes et de structures qui l'exportent hors du pays. Chers Ivoiriens, chers amis de la presse, vous qui allez faire écho, comme nous l'avons constaté hier à l'Hôtel Ivoire, le RDR n'a rien à proposer aux Ivoiriens, n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens. Je dis bien le RDR. Vous savez pourquoi je dis RDR? Il y a un animal, une crustacée, qu'on appelle Bernard l'ermite. Vous allez au bord de l'eau. C'est un animal qui n'a pas de coquille. Et quand il veut grandir, il va dans le coquille vide et puis il trimballe la coquille vide. Tu vas croire que c'est d'autres animaux. Mais ça, donc le RDR s'est mis dans une coquille qu'on appelle RDP. Pour ne pas, parce que le RDR dans sa face n'est plus vendable. Mais il reste RDR. Donc le RDR n'a plus rien à nous proposer. Nous avons un régime qui, au prix d'un endettement jamais égalé dans l'histoire de nos pays, a hypothéqué l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils ont exécuté les grands projets du PDCI RDA sous une gouvernance qui laisse à désirer
Maintenant, ils sont sans idée, sans inspiration. Leurs mensonges électoraux les ont rattrapés. Voilà la réalité. Je pèse bien mes mots. Une seule chance nous reste désormais pour sauver la Côte d'Ivoire en l'extirpant des mains des tenants du pouvoir. Cette chance, c'est le mois d'octobre 2025. Dieu nous montre le chemin. Il nous a envoyé le président Titi Atiam. Ne nous trompons pas. Inscrivons-nous massivement sur la liste électorale et allons voter pour le président Thiam en octobre 2025. Chers jeunes, chères femmes, chers Ivoiriens de Côte d'Ivoire, chers amis, nous vous savons parfois désespérés. Mais seul le chemin d'espoir qui reste est celui du président Titi Atiam. Levons-nous tous et préparons-nous pour 2025. La Côte d'Ivoire, notre pays, nous appelle au secours. Mettons-nous tous ensemble et le pays sera géré dans l'équité, sans vengeance ni revanche. Je termine mes propos en vous disant merci, vive le PDCI RDA, vive le président Thiam, vive la Côte d'Ivoire et je vous remercie. Et nous avons pris le pouvoir en 2010, 2011. Nous avons travaillé jusqu'en 2015. Et en 2015, nous avons constaté que déjà il y avait des problèmes en termes d'engagement, de promesses et autres. Et en 2018, dans cette même salle, nous avons rompu l'alliance. Rappelez-vous l'appel de Daoukoro qui nous a permis d'aller en 2015 sans candidat. C'est le seul parti qui est capable de prendre un candidat qui a accepté par confiance avec un allié pour dire je te laisse la prochaine fois c'est moi. Mais après, qu'en a-t-on pas dit? Le président Henri Konan Bédié, dont j'ai été le dernier porte-parole, et le président Titi Atiam, dont je suis le premier porte-parole, ont la même vision. Le président Henri Konan Bédié avait dit que il était à la fin dessus. Vous vous rappelez, il avait même fait une interview pour dire, quand certains vont s'asseoir pour dire moi j'étais tant après Bédié, mais Bédié n'a jamais été question. Quand un enfant a fui son père, ce n'est pas à lui de venir parler de l'héritage. Il ne sait pas quels sont les messages derniers que le papa a donnés. Toi, tu as fui le père pour partir. Tu viens dire non, qu'est-ce que le papa a dit? Il faut venir me demander qu'est-ce qu'il a dit, on va t'expliquer. Il ne faut pas t'asseoir là-bas pour que le papa a dit ça. Si tu voulais entendre ce que ton père dit, tu n'aurais pas fui. C'est nous, les vrais enfants, qui assistons nos parents dans le malheur. Parce qu'ils ont pu le parler dans le bonheur. Ils en ont profité, ils se sont enrichis, ils se sont engraissés. Et de peur de perdre quelques kilogrammes, ils sont partis au restaurant. Voilà. Donc, on a été déçus. Et ce n'est pas à nous d'aller expérimenter ce que le père n'a pas réussi. Ça, c'est un. Maintenant, les autres partis de l'opposition, je pense que l'opposition dans sa globalité aujourd'hui vit les mêmes problèmes. Les problèmes de cherté de la vie, les problèmes de l'endettement, les problèmes de l'injustice, les problèmes de la justice qui est en train chaque jour de se corser pour empêcher l'opposition de s'exprimer. Et voyez-vous, je vais revenir parce que c'est important hein, que vous sachiez. On est en train de préparer un meeting. Ils sont en train de passer dans la ville là-bas pour dire n'allez pas. Si vous allez, on va couper la route. On va vous empêcher. On va vous arracher votre papier. Mais ça là, est-ce que depuis qu'on a vu ça? Des gens qui ont empêché des gens d'aller dans leur zone, c'est le même esprit là qui sont en train d'aller dans d'autres zones. On va aller à Soubré. Laissez-nous aller à Soubré, vous après vous venez. Ils prennent les gens et disent non, on va organiser tout à Yopayo, à Yabayo, on va faire tel ça. Non, non. Il faut un minimum de choses. Avec ça, vous voulez parler de Reporters sans frontières. Donc, RDL, RADP là. En tout cas, au moment où je suis en train de vous parler là, mon patron ne m'a pas dit que la première option c'est d'aller avec le RADP. Il ne m'a pas dit. Le juge me dira ici là. Moi, je suis un porte-parole, je viens de vous expliquer et défendre même. Moi, je suis le défenseur de la parole du chef. Voilà. Mais les autres partis de l'opposition, je pense qu'à la faveur même des funérailles du président Henri Konan Bédié, on a vu cette volonté s'exprimer. Nous allons peaufiner cela et nous allons nous organiser parce que le pays nous appelle. Il y a des malentendus du passé, nous allons les effacer et puis avancer. Donc voilà ce que je voulais dire sur ça. Maintenant, en ce qui concerne le Loi du bois, vous savez, nous sommes dans un monde nouvel.
Le président Oufo-Boigny est parti, le président Nicolas Bédié a géré. C'est un autre père à nous tous. Mais aujourd'hui, là, le président Bédié m'a dit, moi, que l'objectif de mon combat, mes dernières années, c'est pour amener le PDCI-RD au pouvoir. Dieu ne lui a pas permis. Il a son fils. Il a ses fils que nous sommes. Nous avons le devoir de satisfaire à cette ambition, à cet objectif. Et pour ce faire, il n'y a pas de diversion. C'est le président Tidjantan lui-même qui a créé ces hauts représentants. Ce ne sont pas des structures qui existent dans les statuts et règlements du parti. Mais les statuts et règlements du parti autorisent le président à créer des structures pour faire sa politique. C'est comme ça qu'à un moment, vous avez vu, le président Bédié avait créé des structures sur l'identification, sur la mobilisation des ressources, le comité politique. Moi-même, il y avait la coordination de la communication. Ce n'est pas anti-statutaire. Mais le président, autant il te nomme, autant il peut te dégommer. Il faut que les Ivoiriens se mettent, il faut que nous, les PDCI, là, on se dise que déjà, c'est celui qui nomme, il dénomme, il dégomme. Donc quand il te nomme, il te donne des missions. Il y a 14 qu'il a nommés. Mais il y a un, on vient d'enlever. Est-ce qu'on peut enlever le pouvoir du président discrétionnaire d'enlever quelqu'un qui l'estime dès le départ qu'il y a des déviations? Certainement que le président a dû tirer la sonde d'alarme. Il y a eu une réunion qui a duré des heures avec les hauts représentants, avec les instructions fermes du président sur ce qu'il faut pour garder la cohésion. Quand vous êtes chef, votre premier rôle, c'est de faire l'unité autour de vous. Si à un moment donné, votre présence divise plus qu'il ne rassemble, le chef doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une sanction. C'est peut-être qu'on va lui confier d'autres responsabilités. On n'est pas tous capables de faire la même chose. On est tous intelligents. Mais c'est comme une équipe de football. Comme les Ivoiriens aiment le football, on fait le classement. Si pour ce match, tu es un défenseur, qu'on doit jouer à 3, 4, 3, mais il y a celui qui est un défenseur va se reposer. Quand ça chauffe, qu'on doit faire augmenter le nombre de défenseurs, c'est sûr qu'on va sacrifier un attaquant pour mettre un défenseur, mais ce n'est pas dit que le prochain match, vous n'allez pas jouer. Donc sachez que c'est de la toute responsabilité du président pour essayer d'équilibrer. Ça aussi, pour donner un signal à nous tous que vous n'êtes pas là pour l'éternité. Ce n'est pas une affaire des chefs de canton, même, maintenant que même chefs de canton, même, on les enlève là. Bon, voilà. Que quand on te met là, si à un moment donné, on le fait comme ça. Rappelez-vous le président Bédié lui-même, ministre de l'économie et des finances 77. Le président, il faut l'avait enlevé. Après, il l'a envoyé à la Banque mondiale avec Marc Namara. Après, il a fait appel à l'Assemblée nationale. Et après, il est devenu président de la République. Donc, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un blâme ou quoi. C'est un réajustement et un signal pour tout le monde. Tous ceux qu'on a nommés, moi-même, porte-parole, de la communication, M. Tapion, M. Titita, M. Tatonto, vos postes sont maintenus à la hauteur de votre efficacité, de votre performance. Si vous n'êtes pas performant, vous allez attendre quand on sera au pouvoir, on vous trouvera autre chose. Mais pour le moment, on cherche le pouvoir. Voilà ce que je peux dire cela. Donc le président a pris une décision pour mettre la paix, pour rendre beaucoup d'efficacité. La personne concernée sera redéployée ailleurs. En ce qui concerne donc le discours du président de la République, hier, j'ai donné mon point de vue, M. Bessie a donné son point de vue. Mais vous savez, je n'aime pas en public attaquer ou m'adresser directement au président de la République. Parce que c'est quand même celui qui incarne le pays. Mais nous parlons de sa politique. Et surtout que je viens de dire là, c'est la politique du chef de l'État. Et hier, il s'est adressé au Parlement. Voyez-vous, c'est inscrit dans la Constitution qui doit le faire l'état de la nation. Ce que nous avons estimé, ce que nous estimons, c'est que cet état de la nation n'a pas été fait dans la forme que dans le fond pour parler des ensembles des problèmes et faire des propositions. On a eu l'impression que ça dépeint, comme je dis, un pays d'Eldorado. Mais le président de la République a été clair hier et vous n'avez pas suivi. Il a dit, c'est ce que les ministres m'ont dit de dire que j'ai dit. Il a été clair.
Ah non, non. Donc le président là, lui, il a fait son travail. Hein. C'est les ministres là maintenant que nous on va attaquer. Quand il dit Amédée a dit le nombre de gras, mais il n'a pas dit le nombre de bitumes biodégradables qui sont en train de partir, le coût exorbitant, les gré à gré, sur les 20-30 000 milliards. La direction des marchés publics parle de 8 à 10% de gré à gré. Mais en réalité, on est dans le 25% de gré à gré. Quand on fait le gré à gré, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de compétition. Ce qu'on devait gagner, on peut perdre ça. C'est des arrangements. Gré à gré, là, c'est une question. En un terme, c'est arrangement, arrangeons-nous. Et ça prive les autres de la voix. Donc ça, là. Mais Amédée, là, hier, on s'est salué bien, c'est un frère. Mais il ne faut que réaliser ce que le PDCI a programmé et qu'il le réalise mal, à coût plus cher. Parce que après 20 ans, 10 ans qu'on est parti du pouvoir, tous ces projets devaient être réactualisés. Ils n'ont pas fait. Et à tel point qu'on donne les projets, à un moment donné, tous les acquéreurs de projets sont obligés de demander des avenants. Ça devient plus cher. C'est ça le problème. On a parlé de la construction. Vous avez vu ça? On dit affaire des jeunes. D'accord. 1 milliard par jour pendant une année. On a fait quoi? C'est de ça que nous parlons. Le président a dit. Sauf à l'agriculture, il a dit maintenant on n'a qu'à s'adresser à la primature. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Quand j'ai dit les choses là, les gens pensent que. Il n'y a pas comme quelqu'un. Hier, pour l'agriculture, là, il a dit primature. Le Premier ministre. Donc maintenant, nous là, l'agriculture là, c'est Premier ministre. Ah, c'est ce que le président nous a dit au Congrès. Voilà. En parlant de l'agriculture, il a dit. Mais les Ivoiriens doivent savoir aussi que quand on dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, là, mais le PDCI l'a fait, pas de 77. C'est pas aujourd'hui on est premier producteur. Si ça a été perdu au monde, c'est nous qui avons amené la Côte d'Ivoire à être premier producteur mondial. C'est pas quelqu'un. C'était le Ghana d'abord. Nous on a battu le Ghana. Quand on parle de qu'on est troisième temps, quand le président Bédié et le PDCI faisaient les grands programmes palmiers, projet palmier, et là ils ne savaient même pas qu'ils allaient venir au pouvoir. L'EVA, l'anacade là, c'est Bédié. L'anacade avait été introduit comme une plante pour limiter l'extension de la savane et du désert au reboisement, parce que c'est une plante résistante qui a besoin de très peu d'eau dans les zones sèches, mais surtout pyro-résistante. Ça dit que quand le feu passe dedans, ça repousse de lui-même. Ce n'est pas le cas du cacao et du l'EVA. Vous mettez feu dans le champ de l'EVA, c'est fini. Vous mettez feu dans tout le café, c'est fini. Mais l'anacade, ça va repousser. Sous le président Bédié, quand il était ministre des Finances, il y a eu une mission en Inde qui a vu que les gens utilisaient le produit, là, les graines, là, la noix de cajou. Là. Parce que l'anacade, il y a deux, son fruit est compris de monde. Il y a la pomme et la noix. La pomme est plus grosse même que la noix. Pour ceux qui sont un peu allés au champ. Et cette noix-là, le président Bédié, je vous rappelle, c'est important. Il avait donc créé deux projets qu'il a confiés au cadre du... Il était ministre de l'économie et des finances. Qu'on appelle Savanor, production de l'anacade, et Savane Industrie pour la transformation. Ça c'est Bédié, ça, Bédié. Il a confié à deux cadres. Malheureusement, ça a échoué. Ils ont fait, oh, bon, c'est les Ivoiriens, comme nous tous, ça n'a pas marché. Et en temps, lui, il est parti du gouvernement. Quand il est revenu en 1993, la première mission qu'il a confiée au ministre Lambert Kwasi Konan, paix à son âme, c'est de reprendre le développement de l'anacade. Donc il y a eu un programme spécial, relance la production de l'anacade. C'est ce qui a amené ça. En ce moment, on était à 13 000 tonnes en son temps. Quand on partait du pouvoir, on était près à 300 000, 400 000 tonnes. Voilà l'origine de la production et de l'augmentation de l'anacade. Il a été paré pour le président Bédié pour la mangue. On a créé une station qu'on appelle la station Lata, Diabétique Kamanon, vers Lata, pour développer, pour voir la recherche sur les fruits et légumes. Et donc la mangue apparaissait. C'est comme ça que le président de la mangue, aujourd'hui nous exportons à peu près 35 000 tonnes de mangue à l'extérieur. Nous sommes deuxième après l'Afrique du Sud. Là on n'en a pas parlé. Ça c'est Bédié aussi. C'est le PDCI RDA. Les VA n'en parlons pas.
Le VA, il faut 7 ans, 8 ans pour que ça donne. Ils sont là, ça fait combien, et puis ils vont parler de production des VA. Regardez combien d'années. Alors, si tu vois un Brenmin parler, tu dis non. Si je suis au RADP, vous avez dit non, voilà un cadre du RADP. Non, c'est un cadre du PDCI qui s'est habillé en RADP. C'est comme ça ils sont. Mais malheureusement, quand ils sont habillés en RADP, la veste est tellement chaude que tout ce qui est valeur du PDCI fond. Voilà, donc, pour revenir au discours du président, nous avons estimé que ces ministres lui ont donné des faux arguments. Et le président a été, moi je l'ai beaucoup apprécié sur ce côté-là, il dit, ah, et il les a interpellés dans la salle. C'est ce que tu m'as dit de dire, moi j'ai dit. S'il y a problème, c'est que tu m'as menti. Donc la plupart d'entre eux ont menti au président. Ils ont menti au président. Donc, moi je n'ai pas affaire au président que je respecte beaucoup, fait son travail, il a mis une équipe en place et il a été clair devant nous au Parlement, nous sommes les représentants du peuple, il a dit voilà ce que les gens m'ont dit de vous dire. Voilà, il nous a dit, à nous d'en tirer les leçons, que ceux-là ils sont dépassés, ils ne peuvent plus donner de bons conseils au président, ils n'ont plus d'inspiration, ils sont là maintenant, ils font de la routine, du surplace. Leur temps est terminé, allons-y les sanctionner dans les urnes pour remplacer par des jeunes. Moi, je ne passe pas à nous autres d'aller faire certains postes. Nous, on sera là pour coordonner, pour vous donner des conseils. Mais on va mettre des jeunes capables, qui ont fait de bonnes études, et qui vont venir gérer le pays correctement, dans l'équité, dans la transparence et dans l'efficacité. Voilà. Donc, maintenant, l'autre point, c'est, on en a parlé, c'est la CEI. Voyez-vous, le président Bédié nous a dit, quand tu parles, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Quand vous avez vu le président de la CEI venir à la télévision pour dire, il va appliquer la loi intelligente. Moi, j'ai fermé mon truc. Quand même. Nous sommes sur le combat de la CEI. Nous n'allons pas céder. C'est une raison pour laquelle nous, les partis d'opposition, nous devons nous organiser pour faire pression. Le problème de la CEI, ce n'est pas qui va gagner ou qui va perdre. C'est qu'à ce rythme, on va avoir encore une autre crise. C'est ça qui est le vrai problème. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, nous avons suffisamment de ressorts pour subir une autre crise? Et quand il y a une crise, ce n'est pas seulement les pauvres et les oppositions qui subissent. Nous, on peut mourir. Mais il y a des balles perdues aussi. Hein. Le problème de la CEI, il ne faut pas comprendre que ce n'est pas une affaire de qui va gagner, qui va perdre. Le pays va avancer. Mais il va avoir encore une autre crise si on ne change pas les choses. Donc, j'espère qu'il sera suffisamment intelligent pour nous faire éviter une crise. Et nous allons travailler là-dessus. Nous avons dit aussi qu'il faut que les gens s'inscrivent sur la liste électorale. Et pour le faire, il faut que ce soit des moyens. Tous les élus savent que aujourd'hui, pour aller faire un extrait de naissance, un jubilant supplétif, il faut aller jusqu'à la justice. Ça coûte de l'argent. Nos parents n'ont pas les moyens. Il faut payer le timbre, il faut payer le transport, il faut faire tout. Les partis politiques seuls ne peuvent pas faire ça. Il faut que l'État ivoirien, qui a le devoir de permettre à chaque Ivoirien d'exister. Exister, c'est-à-dire avoir un extrait de naissance. C'est le devoir de l'État. Qu'on puisse trouver un moyen. Nous, on a fait des propositions, nous, l'opposition. On a fait le tour des chancelleries pour dire qu'il faut que les gens aient leur papier. Il n'est pas dit qu'ils vont tous voter PDCI. Il faut que les gens aient leur papier. Et que dans une masse, la population qui va faire le choix, que cette masse-là soit représentative de la population. Pourquoi ont-ils peur de ça? Voilà, c'est le vrai problème. Donc, nous y sommes et nous travaillons là-dessus et je pense que nous aurons une oreille attentive. Voilà ce que je... Maintenant, l'attestation villageoise. Voyez-vous, je vous ai parlé du fer et ciment, c'est le même ministre-là. Pourquoi les gens aiment faire la provocation comme ça? Voyez-vous, toi, tu es chef de village. Tu es dans une notabilité. Si tu es dans un village où tu n'as aucun pouvoir sur la terre que tes parents n'ont, mais tu es chef pourquoi? Si on explique qu'il y a des problèmes, on fait un état général avec les chefs de communauté, et puis on leur dit, bon, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Quelles sont les solutions qu'on doit proposer? Il faut la dénoncer. Il faut la dénoncer. Il faut faire une concertation. Et cette concertation, si les chefs sont d'accord sur ça, moi, je n'ai pas de problème. Hein.
Si les chefs sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon chef de mon village, là, si tu lui dis ça, il ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord. L'attestation villageoise peut ne pas faire valoir, peut avoir droit. Mais au moins, qu'elle serve de déclaration, comment on appelle, d'éléments importants, éléments décisifs pour transformer en cela. C'est la même chose qu'on a fait pour le foncier rural. Là. On dit qu'il faut un certificat foncier qui va servir, qu'on va transformer en attestation foncière, en certificat foncier. Mais pourquoi on vient faire, ils veulent mélanger. Vous savez, un jour on était à l'Assemblée, puis ils ont envoyé une loi. Je ne vais pas trop dévoiler les choses. Et puis il y a un qui a proposé que comment on appelle, le titre foncier ne soit pas donné aux étrangers. Ce n'est pas nous, PDCI. Hein. J'ai dit, vous allez faire, c'est vous qui faites qu'on triche sur la nationalité ivoirienne. Quand quelqu'un a les moyens, il veut investir, et puis tu dis non, tu dis non, tu n'es pas ivoirien. Il va trouver une partie des moyens pour aller tricher sur la nationalité pour bénéficier de ça. C'est la carte de séjour qui a créé des problèmes sur la nationalité ici. Hein. Ça, on n'en parle pas, mais on sait, on se regarde. Bon, heureusement que ça n'est pas passé. J'ai dit, mais ce n'est pas PDCI. Le ministre était assis en face, il m'a dit, mais voyez-vous, ça, ce n'est pas nous. Que si vous voulez, vous pouvez limiter. Ils ont expliqué que non, pour que les gens n'accaparent pas. Mais il faut limiter. Tu dis, bon, écoutez, quand tu es X nationalité, tu ne peux pas ivoirien. Voilà la limite. 1 hectare maximum, 2 hectares, comme ça, tu ne peux pas. Mais si tu dis, tu les interdis là, ils ont les moyens. Quand j'ai dit très peu de gens là, la plupart c'est eux, ils vont commencer à se faire choses. Donc vraiment, je pense que ce dossier de... Nous, on est contre ça. Je crois que j'ai tout couvert. Voilà. S'il y a d'autres questions encore, je suis là. Merci beaucoup. Je pense que je vais aller d'abord sur le logo du PDCI. C'est un combat que le président Bédi a commencé et que nous continuons. En temps normal, ce genre de choses ne devaient même pas arriver. C'est pourquoi je parlais de Bernard l'ermite. Ces gens qui prennent la coquille pour se faire valoir. Tout ça, là, c'est ça. S'ils étaient si sûrs que sans notre image, il va y avoir une image, ils n'ont qu'à laisser notre logo. Vous savez, aujourd'hui, le moyen que nous avons, c'est d'aller en justice. Acheter saisi. Notre logo est une marque déposée. On est les seuls d'ailleurs. Ils sont là. Le président Thiam est arrivé, ce dossier a été mis sur sa table. Vous savez, il est venu, en même temps, on était dans les funérailles, on était dans les obsèques. Et chez nous, on dit quand tu rentres dans l'eau, que tu veux marcher, tu enlèves tes pieds un à un. On avait d'abord l'urgence. Et on a fait ça, maintenant on va tourner, et puis on va l'aborder. Ne vous en faites pas, ça fait partie des dossiers que le président Thiam va. Vous savez, le président Thiam, il y a des gens même qui ont dit non, il est arrivé par accident, ils sont en train de l'attaquer. Voyez-vous, ce n'est pas des hommes corrects, ça, de dire. Leur travail, c'est d'insulter les gens. Moi aussi, on m'a dit, je suis un voyou. Quand vous regardez mon visage, là, je ressemble à un voyou. C'est parce qu'on dit des choses qui les touchent au fond de eux-mêmes. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter le président Thiam. Ils vont dans les chancelleries. Vous savez les chancelleries là. Les gens croient que quand vous parlez, c'est vous sur les examens. Ils sont là pour tout le monde. Hein. Elles sont là pour tout le monde. Les gens sont là pour tout le monde. Quand vous partez par là, ils écoutent. Nous aussi on va, ils nous écoutent. Et ils sont là pour venir. Ils représentent leur peuple auprès de notre peuple. Voilà. Et toutes les relations diplomatiques, là, nous, on les a construites. Quand on dit la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne, c'est un slogan PDCI RDA. C'est pas pour eux. Hein. Les gens vont applaudir. Oh, non, c'est un slogan PDCI RDA. Peut-être que nous étions plus amis à nos voisins que eux. Ah ouais. Peut-être. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Nous, on ne veut pas rentrer dans la boue pour réagir à face des gens qui sont... Vous savez, il y avait un grand sage qui a vécu dans ce pays-là, d'origine malienne. Pour les jeunes, je vais vous rappeler. Il s'appelait Amadou Ampateba. Il était ami du président Félix Houphouët-Boigny. C'était un grand sage.
qui connaît la culture africaine, qui était réfléchi. Il avait dit, et je me rappelle bien, j'étais en seconde à Bangouri, le parti donne une conférence là-bas. Il a dit, dans la vie, il y a deux fous qu'on ne peut jamais guérir. Deux types de fous. Le premier, c'est quelqu'un qui est bien nanti, il a tous les moyens. Un matin, il se lève, tout a brûlé, tous ses biens sont partis. Il pique une folie où il n'y a pas de médicament. Il n'a plus l'autre source. C'est-à-dire que de l'homme établi avec toutes les richesses, tout est brûlé. Il n'a plus rien. Le deuxième, celui-là on ne peut pas le guérir. Le deuxième type de fou qu'on ne peut pas guérir, c'est celui qui n'a jamais espéré, un malheureux comme nous autres. Et puis un matin, pour les circonstances, il se lève, il a voiture, il a tout, il tourne là. Quand il marche, sa vie est comme un fou, on ne peut pas le guérir. Et ce sont des fous là qui insultent nos patrons. Il y a des fous là. On ne peut pas les guérir. Donc ils n'ont qu'à garder leur folie. Sinon, un homme normal ne peut pas insulter des gens comme ça. Quand tu regardes le président, tu dis tiens pour son parcours, ne serait-ce qu'académique, pour ce qu'il reprend, pour l'image qu'il donne. Et que tu vois des gens qui vont l'attaquer pour dire qu'il va par accident. Nous, notre président n'est pas venu par accident. Hein. Si on doit parler des présidents, on va parler aussi de RDR. Ils n'ont qu'à dire qu'on les a autorisés à être candidats en 2010 par une dérogation. Par dérogation. En 2015, par une faveur. Et en 2020, par infraction. Voilà. Nous, notre président là, il était là-bas. Moi, j'ai été de ceux que le président Bédi a envoyé le rencontrer à Paris. C'est une confidence, il est là. Je ne vais pas mentir, hein, si il est là, il m'écoute. Ça le rencontrer. Le président voulait restructurer le parti, créer une sorte d'équipe de ceux qui pouvaient prendre la relève. Et il était de ceux-là. Rappelez-vous que quand le président a pris le pouvoir, il allait le prendre jeune pour venir à la DGTCI qui l'a tombé à Benet, et puis ministre du plan. Les bruits couraient même qu'il devait passer à la primature. Donc ce n'est pas la première fois. Le président m'a dit, toi, tu n'es pas dans la course, mais tu dois être dans le team. Donc tu vas là-bas, tu lui passes un message. Il est là. Ça, je ne vous l'ai jamais dit ça. Voilà. Donc les gens croient que les choses se font au hasard. Les choses se font au hasard, hein. Moi là, je ne suis pas ici par hasard. Voilà. Et en général, chez nous les Akans, on confie les vrais secrets de l'héritage à celui qui ne va pas contester l'héritier. Et on lui donne les secrets. S'il vient, donne-lui tel conseil. Et je l'ai dit une fois sur une des chaînes, quelqu'un m'a demandé pourquoi il n'était pas candidat après. Il dit non, ça, nous on doit donner conseil à celui qui va venir. Et nous sommes là pour donner. Nous on doit dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Si je suis concurrent, que je ne gagne pas, je me retire. Regardez les secrets. Donc je suis prêt. Toute personne qui va être désignée comme candidat pour le PDCI ou présidentiel, moi, Bredimi, je vais soutenir la personne. Parce que mon objectif, c'est que le PDCI gagne. Voilà. Donc, parlant de notre frère Jean-Luc Billon, mais ce n'est pas la première fois qu'il dit qu'il est candidat. Du vivant du président Henri Konan Bédié, il a dit. Ce qu'il faut, par contre, éviter, c'est quand on a passé par le processus, et puis après, on s'est désolidarisé du processus. Ça, il faut éviter ça. Je l'avais dit une fois, j'ai eu des problèmes, et ça, c'était la manière que j'ai formulée. Le président Bédié disait, quand il était au Soutou, que les candidats, il y en a plein. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est celui qui peut faire gagner qui nous intéresse. Et je l'ai dit dans un des journaux là qu'on n'a pas besoin de candidats au PDCI, mais on a besoin d'un candidat qui va nous faire gagner. Vous voyez comment je l'ai transformé? Et ça m'a posé quelques petits problèmes pour dire non, je pense que les gens ne peuvent pas faire gagner. Non! Chez nous au village, on dit la personne qui peut te tuer là, tu ne peux pas savoir. Mais la personne qui peut te frapper là, tu vois, tu sais.
Aujourd'hui, là, on doit s'entendre. Et le président a laissé un message. Vous ne pouvez gagner qu'en équipe. Il a dit partout. Ici même, son dernier congrès extraordinaire, il a dit, et on va gagner qu'en équipe. Moi, je suis porte-parole du président Thiam. Il aura une convention. Ça, rassurez-vous. Les tests prévoient que le candidat à la présidentielle se fait par... Il aura une convention. Donc, on ira à la convention. Rappelez-vous, la convention, les électeurs, c'est les mêmes qui vont au congrès. Il aura une convention. Et la convention va choisir. Maintenant, on va voir ceux qui sont sincères, ceux qui ne sont pas sincères. Voilà, c'est tout. Donc, tous ceux qui veulent être candidats, moi je n'ai jamais entendu, pour le moment, autour du président Thiam pour dire non, il faut empêcher quelqu'un. Non. On ira à la convention. Pas plus tard, quelques jours, on m'en parlait. Mais comme pour le moment, il ne m'a pas dit de dire quelque chose, il ne dit pas. Mais moi, je suis un porte-parole. Et le jour où je vais vous convoquer ici pour dire la convention va s'ouvrir. Il y aura une convention. Et la convention va choisir. Les règles de la convention sont connues. L'électorat est connu. On va élire. Mais vous savez, ce qui est mauvais, c'est souvent les mauvais perdants. Évitons les mauvais perdants. Il y aura une convention. Voilà. Et la convention va décider. Et bon, si les gens font campagne, ils n'ont qu'à le faire de manière civilisée, sans heurter les gens, sans disperser nos... en visant l'adversaire plutôt que notre partenaire, nos frères. On doit tous être d'accord pour attaquer le pouvoir, faire ressortir ses faiblesses, convaincre les Ivoiriens que c'est le PDCI qui est le meilleur choix. Et puis, celui qui va venir, là, il va conduire le PDCI. Là. Nous allons tous en profiter. On a mis M. le Président Thiam. Je suis à sa disposition. Si demain c'est quelqu'un d'autre, que la personne pense que je peux le faire, je serai à sa disposition. Et tout le monde doit être dans cet état d'esprit. Mais autre chose n'est pas profitable au PDCI RDA. Surtout comme ils sont dans l'opposition. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Que les gens sont là. Peut-être même que ceux qui sont en train de se dire candidats, peut-être qu'ils ne sont même pas candidats, mais peut-être qu'il y a d'autres qui sont encore plus candidats qui sont là-bas. Quand moi j'étais candidat dans la circonscription, tant que c'est combien, je voyais les gens du RADP. Je procusais dessus, mais certains de mes lieutenants sont là. Mais à la fin, il y avait 9 candidatures. Y compris des indépendants PDCI. Tu vois? Aujourd'hui, là, ils sont là, ils font tout, ils sont dans les trucs. Mais, quoi, Bredemi, là? Le président me dit, ils ont fait rapport, ils ont dit non, ton gars, là, ils vont l'humilier. Le président m'a appelé. Il dit, mais si tu échoues là, moi, je ne peux plus tes responsabilités. Hein. Il dit, président, je vais aller gagner. J'ai gagné. Quand on a gagné, il faut se mettre à la disposition de celui qui a gagné, puis on va avancer. Chez nous, les Aïns, comme on avance, on ne savait pas faire le taux là. On dit quand le taux a été mal fait, c'est ça les orphelins profitent pour manger. Donc, quand il va, le taux là va être beaucoup là, mais tout le monde va gagner. Donc, tous, mais il faut qu'on soit réaliste. Si on pouvait s'entendre, c'était mieux. Mais si on ne peut pas s'entendre, la voie pour nous séparer, c'est la convention. Donc, on ira à la convention. Le président Thiam n'a pas dit qu'il ne va pas à la convention. Il ira à la convention, quelle que soit la situation, pour respecter les tests. Et puis, on se fera un choix. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Et vous remercier de votre présence. Pour respect de votre présence, vous me tenez debout pour dire merci. Au nom du président Thiam, pour tout ce que vous avez fait pour le président Bédié. Le président Bédié, c'était notre chef. Mais pour certains d'entre nous, c'était un père. Pour d'autres, un grand-père. Pour d'autres, un grand frère. Il a été incompris sur certains points. Mais le temps lui donne raison. Et le temps continuera de donner raison au Faux-Boigny et à Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait les choses avec leur cœur. L'amour pour la Côte d'Ivoire. L'amour pour notre pays. L'amour pour les Ivoiriens. L'amour pour que les Ivoiriens puissent vivre en paix dans leur pays et bénéficier en premier lieu au fruit des ressources de leur pays. C'est tout. Mais c'est le PDCI RDA qui a ouvert la porte de notre pays à nos frères de la sous-région. Ils sont chez eux ici.
Tant qu'ils respecteront les règles, nous on est avec eux. Le PDCI-RDA n'est pas un parti qui est fermé sur lui. Côte d'Ivoire, ami de tous, ennemi de personne, c'est ça. Le PDCI-RDA avait proposé en son temps que pour les élections des communes et des municipalités, que nos frères de la CEDEAO puissent voter. On avait proposé ça. Avec leur cadre de consulaire. Parce que les problèmes de la cité, ça le concerne. Qu'on a commencé à déguerpir aujourd'hui là. Est-ce que ce sont les Ivoiriens seulement? Nos frères là sont concernés. Donc ils doivent pouvoir le faire. On avait proposé ça, mais malheureusement on n'a pas été soutenu. Aujourd'hui, les gens attaquent les maires PDC. Ils ont commencé par Cocody. Quand Jean-Marc a été élu, j'ai fait une déclaration sur notre parti. Le président Tidiane n'était pas là. Pour défendre. Vrai ou faux? Quand ils ont quitté Cocody, ils sont allés au plateau. Moi je ne mens pas à vous. Hein. Il dit non, on va supprimer le truc du plateau. Vrai ou faux? J'ai défendu ça ici. Aujourd'hui, ils sont à Port-Boué. Ils vont mélanger notre secrétaire exécutif. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi je me suis levé pour dire ils n'ont qu'à arrêter ces manigances contre le maire Emou Sylvestre. Il a été élu par la population. On ne peut pas, quelqu'un qui a été nommé ne peut pas avoir la primauté sur quelqu'un qui a été élu. C'est pas normal. Dans quel pays ça? Dans quel pays ça? Les déguerpissements ont commencé à Jesco. Le président Cham m'a appris pour qu'on y aille. Ils nous ont gazés. Oui, moi, Bredumi. Voilà ma main. C'est après ils nous ont gazés. Et même entre eux, ils n'étaient pas d'accord. On dit non, il faut laisser. C'est ça le président Gbagbo et eux sont partis. On nous a gazés, on était les premiers. À la présence des gens des forces de l'ordre, tu vois, paf, le truc là sort, tu as les larmes partout. Et puis les gens étaient là. Quand ils nous voient arriver, ils ferment leur viciel. On ne voit même pas leur truc qui met leur nom. Ils ont tout enlevé. Quand ils nous voient, ils ont enlevé. Tu sais, les militaires, j'en ai un truc qui met leur nom. Ils ont enlevé. Quand tu vois quelqu'un faire musulman, commence à enlever ça là. Tu sais pas la suite. Après, ils ont commencé à aller partout. Et ils sont allés à Port-Boué. Il y a eu, on a crié, il y a une commission qui met en place. Mais on se lève un matin, on viole même les propres règles. Et on fait des déclarations fausses, comme quoi c'est nos maires là qui ne sont pas respectueux des engagements. C'est des histoires. Donc je vous dis, vous de la nuit, nous PDCI là, nous on n'aime pas la guerre, hein. On n'aime pas la banditisme. Mais je donne toujours le message de la biche Maxwell, qui commençait chaque fois à provoquer la torture. Chaque fois, la torture, c'est pas danser le blé. Chaque fois qu'on les amène, il veut humilier. Un jour, la peuple s'est résolue à danser. Elle a tellement, sa danse était tellement frénétique que le tam-tam tapait fort. Un moment donné, le tam-tam est percé. On dit, ah, il faut trouver une peau pour couvrir le tam-tam. Et les peaux des tam-tam, là, ils sont là. Hein. C'est les gazelles, les Maxwell. On dit, bah, Maxwell, ouais, on n'a qu'à prendre pour me. Voilà comment la vie de Maxwell. On n'a qu'à faire attention, hein. En tout cas, moi, là, je sais qu'il me menace le jour. Mais je vais venir spécialement pour parler de cette affaire. Je fais une déclaration dessus. C'est pas normal. On n'est pas contre le déguerpissement. On n'est pas contre ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à l'approche du baccalauréat et du PPC, les enfants des quartiers précaires ont été mis à la rue? Est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est ça là? Quand même. Chez nous, on dit aïe, on ne peut pas faire ça. Si un maire c'est là pour dire non, laissez les gens, est-ce qu'il a fait du tort? Vous avez échoué au programme de logements sociaux. Reconnaissez ça.
Si tu ne peux pas le faire, tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 15 ans. Step aside. Step aside. En anglais, on dit, mets-toi de côté. Nous, on va venir travailler, puis tu vas profiter. J'ai dit, le PDCI EDA viendra gérer ce pays dans l'équité, sans vengeance ni revanche. Tous ensemble. Donc, ceux qui sont en train de faire à Port-Boué là, on ne va pas accepter ça. C'est pour après dire non, il y a tel problème, on va empêcher, on veut faire. Je vous avais cité ce jour-là, c'est qu'après, Cocody et Plateau, ils vont arriver à la Port-Boué pour leur sucrer les ressources, etc. Et il y a suffisamment de ressources. L'abattoir, on a renouvelé après les 19 milliards. Et vous savez quoi? Sous le président Bédié, le président Tidjam Thiam avait déjà prévu le déplacement de l'abattoir à Nyama, avec un grand abattoir moderne et une industrie de tannerie. C'est-à-dire qu'on allait transformer les pots là pour faire des impuls de cuir. 15 ans sont venus, on n'a pas pu mettre ça en démarrer ça. 15 ans. Ça c'est le programme de PDCI-RDA. Donc c'est pas aujourd'hui que ça date. Et si c'était PDCI-RDA qui avait voulu transformer l'argent là-bas, ils ont dit, oh, ils sont contre les étrangers, ils vont faire la liste, tant. Mais quand ils font la liste maintenant, nous on voit, mais on ne dit rien. Mais frère, on dit ça en Aïmbenka. C'est-à-dire, nous on voit ça. Arrêtez ces gens, le pays a besoin de paix. Il faut faire attention. Hein. Quand tu es au sommet de l'arbre, quand l'arbre tombe, tu subis plus que celui qui est en bas. Ah ouais, il faut faire attention. On sait qu'ils ont un problème de sécurité, tout le monde est d'accord. Mais il faut le faire avec... chez nous, on dit, notre PDCI-RDA, on n'est pas dans un régime socialiste, mais on construit un social le plus hardi. Voilà le PDCI-RDA. Mais chez nous, là, c'est le libéralisme sauvage. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Que Dieu nous aide. Et 2025, PDCI au pouvoir, on va mieux vous attendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.